beaucoup aux organisateurs de ce cycle de conférences tout à fait passionnant de m'avoir invité. Et puis, je m'excuse déjà parce que ça va être un peu un pas de côté quand même cette conférence ce soir, puisque je vais m'intéresser à des verres industriels dans des mises en œuvre qui ne relèvent pas d'une volonté esthétique particulière, mais répondent plutôt à des cahiers des charges architecturaux, en essayant quand même de trouver quelques exemples qui répondent à votre intérêt particulier pour le vitrail. J'espère ne pas trop vous décevoir. Voilà. Donc, je vous propose de parcourir à grands traits les étapes de mécanisation du vitrage, qu'il soit verre à vitre ou glace, et puis d'insister sur quelques produits alternatifs, surtout ceux qui vont naître de cette innovation de produits qui est le verre coulé, donc que ce soit du verre imprimé, du verre armé, du verre perforé, des verres prismatiques, et encore un autre pas de côté, je suis allée jusqu'aux briques de verre falconnier, qui sont des briques de verre soufflé, et dont la mise en œuvre a forcément un aspect assez esthétique. Voilà. Et puis, je vous précise que, en effet, comme Michel l'a dit, je parle ici en tant que responsable des collections au Musée des Arts et Métiers. Donc, j'espère que vous connaissez tous. Vous avez ici l'entrée du musée face au métro Arts et Métiers. Et que j'ai donc recherché un certain nombre d'exemples dans les collections du musée. Alors, je n'ai pas résisté à vous montrer cette petite gravure qui montre la façade du conservatoire au moment de l'achèvement des travaux par Vaudoyer, donc la façade sur la rue Saint-Martin cette fois-ci. Et puis ici, dans l'amphithéâtre, le grand amphithéâtre du conservatoire, aujourd'hui qu'on appelle l'amphithéâtre Abbé Grégoire, le professeur de chimie appliquée aux arts, Eugène Pelligot, dont le nom ne doit pas vous être complètement étranger si vous vous intéressez au verre, puisqu'il a publié ces 12 leçons sur l'art de la verrerie, qui faisaient partie de son cours général d'histoire de chimie, d'histoire. Voilà, et il est ici saisi dans une séance qui n'est pas forcément les cours tels qu'ils étaient destinés, qui étaient des cours du soir, des cours gratuits, sans délivrance de diplôme tout au long du XVIIe siècle, pour la formation des ouvriers, des contremaîtres, et généralement des personnes intéressées. Mais ici, c'est peut-être plutôt une de ces conférences du dimanche qui existait aussi sous le Second Empire, si on en compte les crinolines qui sont au premier rang. Voilà. Et puis, pour vous renseigner sur les collections du musée, nous avons aujourd'hui une base de données qui est accessible en ligne à l'adresse que vous avez un peu plus bas. Et puis aussi des catalogues anciens. Alors, le premier catalogue des collections est publié en 1818, mais ici, il ne comporte aucun détail des collections de verre qui pourtant existent. Elles sont reprises en fait à partir de 1851 dans le catalogue à couverture bleue que vous voyez sur l'écran, où est consacrée une première section, la section O pour les collections d'art vitrique et céramique, et qui donne déjà une première idée de ce que le professeur de chimie juge important pour l'enseignement. Et puis de l'autre côté, le catalogue officiel des collections qui est publié en 5 volumes sous la direction d'un autre administrateur du conservatoire à partir de 1905, et donc le 4e fascicule est plus particulièrement consacré à la céramique et la verrerie. Et ensuite, il y a eu un autre catalogue qui est resté inédit, qui a été travaillé pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui n'a jamais été publié, donc c'est la base de données en ligne qui fait foi. Et puis un autre outil développé au conservatoire et qui est fort intéressant et qu'on s'intéresse à la technique, c'est le conservatoire numérique des arts et métiers, ou CNUM. Et vous voyez dans le petit carré au centre, il y a un onglet sur l'histoire du CNAM où vous pouvez retrouver tous les catalogues que je vous ai montrés en version numérisée et qui sont donc accessibles ainsi, mais également un grand nombre de publications, que ce soit la nature, le bulletin associé d'encouragement, et évidemment une très belle collection autour des expositions universelles, que ce soit les catalogues, mais également les revues techniques, qui sont une source très, très intéressante et moins connue. Alors, j'en arrive à ces questions de vitrage aujourd'hui. Pour vous rappeler, donc pour la période qui nous intéresse, de la deuxième moitié du XIXe siècle, le seul produit verrier qui est poli au feu, directement transparent, c'est le verre à vitre soufflé à la bouche, donc, dont la feuille est obtenue par le déroulement d'un cylindre
enfin, à partir de cette paraison qui est devenue un manchon, ou comme on l'appelle en Belgique, un canon de verre, tel que vous voyez ici dans le. En fait, c'est la publication de Péligo que je vous montre. Voilà. Donc, on atteint tout au long du XIXe siècle des dimensions de plus en plus grandes par de minimes ajustements en employant des crochets, différents dispositifs, le lancement et le crochet d'ouvreau qu'à partir de 1845, la manique à partir de 1867, qui se diffuse rapidement dans toutes les verreries à vitre du nord de la France. Et on obtient des dimensions bien importantes. Une fois formé, le cylindre de verre est décaloté aux deux extrémités, et puis il est fendu sur la longueur. C'est l'opération que l'ouvrier réalise avec un fer rougi, premier plan, et il est placé dans un four à étendre, où il est déroulé à l'aide d'un polissoir en bois mouillé. La feuille de verre est recuite pour éliminer les dernières tensions. Les irrégularités et les défauts sont néanmoins nombreux, car il y a une différence entre la surface intérieure et la face extérieure du cylindre qui peut provoquer des effets d'ondulation et de tiraillement qui empêchent une vision parfaite. Alors, du côté des épaisseurs qui sont disponibles, on a du verre simple, demi-double, double, voire triple, de 1,5 à 4,5 mm d'épaisseur. Et la règle générale étant que plus les feuilles soufflées sont épaisses, plus leurs dimensions sont restreintes. En Belgique, dans le bassin de Charleroi, la taille des manchons passe de 38 cm de diamètre pour une longueur de 49 cm en 1842 à une longueur de 130 cm pour un diamètre de 86 en 1870. Donc, je vous montre ici quelques images qui reprennent en photographie les scènes que vous avez pu voir sur les gravures qui étaient tirées du livre d'Henri Dancy. Donc, différentes verreries de la région de Charleroi, Marchienne, c'est juste à côté, sur la Sambre. Et puis, pour rappeler que c'est toujours le procédé qu'utilise aujourd'hui la verrerie de Saint-Just pour produire le verre communément utilisé par les peintres verriers. Et tiré de nos collections, un certain nombre de ces manchons de verre, les deux manchons en verre opaque que vous avez en haut sont un don de la verrerie Pelletier. Donc, Pelletier, c'est Saint-Just. Et puis, le manchon rouge, lui, est donné en 1889 par la verrerie Appert, la verrerie de Clichy, de même que le grand manchon, mais qui a des dimensions à peu près équivalentes, que vous avez en bas, en jaune. Mais nous avons également, et je n'ai pas de bonnes photos parce que ce sont tellement des géants, ces grands manchons en verre qui proviennent de la compagnie des verreries et glaceries d'Aniche, qui sont donnés en 1889, après l'exposition où la verrerie d'Aniche a été récompensée, et qui mesurent 3,30 m sur 29 cm de diamètre pour un poids de 19 kg. Donc voilà, à partir desquels on pouvait donc obtenir des dimensions de vitrage vraiment importantes. Voilà, toutes choses produites, soufflées à la bouche. Donc ce verre à vitre, il est majoritairement un produit transparent ou incolore, mais il peut être aussi, on l'a vu, coloré, dépoli, décoré, gravé, émaillé. Je ne rentre pas plus dans tous ces détails. L'autre produit de vitrage, c'est la glace, la glace laminée et coulée. Donc, un procédé mis au point dans la glacerie de Tour-la-Ville par Louis-Lucas de Mehou, qui reprend l'idée d'un verrier italien installé à Orléans, Bernard Perrault. Bien que les glaces soufflées, qui étaient communes jusqu'alors, aient perduré en fait jusqu'au XIXe siècle, et pour des usages de qualité moindre. Et je renvoie ici aux travaux et à la thèse de Christophe Mélin, qu'il a soutenu en 2020 sur le miroir. Alors, pour la glace, la mise en forme se fait en deux temps. D'abord, le coulage à chaud et puis le travail à froid. Donc, vous avez ici une image de la visite de la duchesse de Berry à Saint-Gobain, sur le site historique dans l'Aisne, dans les forêts de l'Aisne à Saint-Gobain, près de la Serre, en 1822. Et ici, tiré toujours d'Ancy, la même scène, on va dire,
à peu près 40 ans plus tard, voilà, où on voit les ouvriers qui s'apprêtent à passer cet énorme rouleau lamineur sur le contenu, le verre en fusion qui est déversé de ce grand pot suspendu à des pinces et qui va être ensuite directement enfourné dans une carcaise pour recuisson. Mais la glace brute, donc, qui a été longuement recuite, parfois pendant plusieurs jours, est une plaque épaisse, entre 11 et 17 mm. Elle est irrégulière et translucide, et elle doit être longuement abrasée et polie mécaniquement. Ce qu'on montre ici, une gravure tirée du Turgan du volume de 62 sur l'usine de Saint-Gobain, enfin sur la manufacture des glaces de Saint-Gobain, où on voit un travail, une visite de l'empereur et de l'impératrice Eugénie dans les ateliers où se fait ce travail de polissage mécanique qui comprend lui-même plusieurs étapes. Voilà. Lorsqu'elle est pendant ces étapes, la glace perd environ la moitié de sa matière d'origine dans l'opération, mais grâce à ces deux phases qui sont parfaitement parallèles et à la qualité des matières premières, ce qui la distingue du verre à vitre, elle est le seul produit capable de garantir une vision nette et sans déformation. Elle est essentiellement destinée à être transformée en miroir, car sa valeur ajoutée, à ce moment-là, son prix est plus intéressant, mais elle se répand aussi petit à petit comme vitrage de luxe, en particulier pour les devantures de boutique, dès les années 1840-1850. En 1855, vous voyez sur cette belle gravure cette espèce d'encadrement qui a l'air vide, donc, mais c'est en fait une glace non argentée présentée par la compagnie de Saint-Gobain et dont la surface atteint 18,4 mètres carrés. En 78, ce sera une glace de 27 mètres carrés de surface qui sera le clou du stand, et ces dimensions vont être une sorte de course à l'échalote, on va dire, des différentes verreries tout au long du 19e siècle. Mais j'en viens plutôt maintenant à ce qui est l'objet aujourd'hui de ma communication, c'est tous ces produits qui vont naître de ce roll plate glass, donc inventé par James Hartley, qui est vraiment la nouveauté et qui va faire naître toute une série de produits verriers un peu différents. Vous avez ici un tarif de 1849 pour le Patent Roll Plate Glass de James Hartley, donc son entreprise installée dans le nord de l'Angleterre à Sunderland. Hartley a commencé en fait une carrière plutôt du côté de Bristol dans la société de Charles. Tout ça sont des noms que l'on va entendre. Et en fait, il a des postes de brevet en 38 et surtout en 47 pour ce verre imprimé qui est un produit hybride. Il emprunte à la glace son procédé de mise en forme. Donc, à la place du pot entier qui a pu être diversé, comme on a vu sur l'image précédente, là, il procède plutôt avec une espèce de louche dans laquelle le contenu du verre est déversé sur la table, une table de coulage pour un petit coulage. Et c'est un produit qui ne sera pas, qui sera simplement recuit, mais qui ne sera pas poli. Donc, sa fabrication est plus économique. C'est une sorte de coulage rudimentaire. Et puis, c'est également un verre dont la composition est la même que celle du verre à vitre, et pas une composition dont les matières sont beaucoup plus raffinées comme celle de la glace. Après refroidissement, ce verre est coupé aux extrémités irrégulières. Il est parfois poli, mais ce n'est pas nécessaire. Et pour cacher les imperfections de la matière, en fait, on lui fait porter un léger motif au revers sur l'une des faces. Et ici, ce sont ces petites lignes que vous voyez dans cet échantillon qui provient également des collections du Musée des Arts et Métiers. Un échantillon ramené par le professeur titulaire de la chaire de céramique et verrerie lors de sa visite à l'exposition de 1851. Donc, dans ces petites dimensions, il fait 50 par 49,8, 50 par 50, et avec une assez forte épaisseur, il pèse quand même presque 2 kg.
Donc, on peut imaginer aussi qu'on n'est pas dans la même configuration que le verre à vitre lorsqu'il s'agit de le poser sur une structure. Néanmoins, l'intérêt de ce produit ne va pas échapper au verrier et à Saint-Gobain qui va débaucher en fait un ingénieur. Donc Hartley va s'associer assez rapidement en fait avec Chance et puis les autres grands verriers anglais qui sont les Pilkington, qui ont une entreprise du côté de Liverpool qui fait aussi bien du verre à vitre que de la glace. Et ils vont débaucher chez Chance Hector Biver, un ingénieur centralien, qui est recruté pour introduire cette nouvelle fabrication sous licence dans les usines françaises de Saint-Gobain, où un four est spécialement construit en 1853-54 pour ce verre coulé, auquel on donne le nom commercial de verre à relief. En 1872, le verre non poli dans le compte de Saint-Gobain, les glaces brutes, les verres à relief, les dalles de verre comptent pour à peu près 6,5% des ventes. Donc, ce n'est pas tout à fait négligeable quand on pense au volume des glaces, mais ce n'est pas non plus énorme. Et puis, je voulais vous citer le rapport d'un autre chimiste, Louis-Alphonse Salvetta, qui, dans un rapport à la Société d'encouragement en 1861, va décrire et résumer les avantages du verre coulé. Il dit les produits brevetés en Angleterre sous le nom de Rolled Glass et que la compagnie de Saint-Gobain désigne sous celui de verre de toiture répondent, grâce à leur grande dimension, à leur résistance et surtout à leur prix modéré, à des besoins nouveaux créés par le génie civil et l'art des constructions modernes. Dans les constructions importantes qui s'exécutent aujourd'hui dans les grands centres industriels, dans les villes, c'est important dans les chantiers de la marine et sur les chemins de fer, et il doit être important de laisser pénétrer le jour dans les parties les plus centrales. Le verre à vitre soufflé ne répond qu'imparfaitement à toutes les conditions que nous venons d'énumérer. Dans certains cas, la transparence est nuisible, sinon inutile. On la supprime qu'en perdant beaucoup de lumière, soit par le dépolissage, soit par les rideaux, soit par les badigeons. La faible épaisseur du verre à vitre simple s'oppose à son usage dans des circonstances où la dimension à couvrir est assez considérable. Les verres doubles ou triples, les glaces présentent plus de résistance, pourraient supporter d'assez grandes dimensions, mais leur prix est trop élevé pour les couvertures où le luxe doit être soigneusement évité. Et d'où la recommandation d'utiliser ces nouveaux verres coulés. Alors, je vous montre aussi ce que j'avais trouvé lors d'une visite au Victoria and Albert Museum à Londres. Alors, en fait, c'est une grande verrière qui est conçue par le peintre William Bell Scott, qui est responsable de tout le programme de décoration pour des parties annexes du musée, en particulier l'amphithéâtre aujourd'hui, et deux grandes cages d'escalier. Donc, c'est un décor qui est peint en grisaille et au jaune d'argent sur le rolled plate glass de Hartley. Et vous voyez en transparence sur les jambes du petit couteau à côté ces fines petites stries qui sont la marque donc, de ce produit-là. Ici, c'est ce que j'ai trouvé sur le site du BMA. C'est un des cartons donc, de William Bell Scott qui a été conservé. Et d'autres exemples de ces barrières. Là, on retrouve l'élément que vous montrez. Donc, c'est visible, c'est un petit peu dans un couloir un peu caché aujourd'hui, mais ça a été restauré et remonté par le musée. Voilà, donc une utilisation, un espèce de mariage de l'art et de l'industrie, comme le VMA le recherchait dans son musée tel qu'il l'ouvre en 1862, au moment de la deuxième exposition universelle à Londres. Et donc, c'est bien dans ces édifices industriels que décrivait Salvetta que l'on va trouver les usages du verre coulé, plus léger que les glaces brutes et plus résistant que le verre double. Chance indique dans son ouvrage sur l'histoire de la firme Chance Brothers que James Hartley a reçu dès 1854 une commande pour plus de 5000 m² de rolled plate glass pour la nouvelle gare de Lime Street à Liverpool. Et c'est très vite après 16 000 m² pour celle de Birmingham. À Paris, la gare du Nord, la gare d'Orléans sont vitrées en verre de toiture ou verre à relief par Saint-Gobain, qui fournit aussi plus de 4 000 m² de verre pour la gare de Milan en 1862.
les halles de Baltard adoptent aussi le verre coulé. Et il est également utilisé pour des usages sur des panneaux, les lanternes de cage d'escalier, les passages, les cours, voire sur des panneaux pour éclairer des arrière-boutiques ou des pièces qui ne recevaient que des jours de souffrance, en fait. Ils sont employés pour leur capacité à transmettre un jour diffus et plus égal, là où les verres soufflés devaient souvent être couverts de badigeons. Je ne serai pas beaucoup plus longue sur cette question du petit coulage parce que d'autres ont travaillé dessus et Emma Isenkreni-Groult avait fait un mémoire sur ceci, mais je vous montre un petit peu ce qui est l'étape suivante en quelque sorte, c'est le double laminage, donc un peu le même procédé qui va être développé par la firme Chance Brothers. Donc, vous voyez ici une publicité qui prend un certain nombre de ces motifs que l'on connaît bien, et puis une image qui est anachronique pour ma période, mais qui montre que le procédé dans les années 50, dans l'usine de Saint-Gobain dans l'Aisne, était encore passablement le même. Donc, le verre est en fait toujours versé avec une espèce de louche en fait, entre deux grands rouleaux que vous voyez, je ne sais pas si j'ai un pointeur, si vous voyez la flèche ici, non, vous ne la voyez pas, mais en fait, vous avez les deux premiers rouleaux laminaires aussi, et puis une deuxième tête de rouleau en bas qui est chargée de donner le motif qui peut être imprimé donc, sur une ou sur deux faces. Et arrive un catalogue impressionnant de motifs et de dépôts. À droite, le premier dépôt de modèles fait par Saint-Gobain, de modèles en fait, Chance, dans les années 90, et puis un extrait, enfin une publicité de 1914, vous voyez les verres imprimés à relief de Saint-Gobain, avec voilà, un grand nombre de... Je vais vous montrer en couleur un autre de ces jolis albums d'échantillons, ici conservé au Metropolitan Museum de New York. On peut consulter d'autres images sur leur site qui montrent aussi que certains de ces verres étaient produits en couleur ou étaient décorés à froid également. Et on a évidemment, alors là, on aurait énormément d'exemples, mais j'ai choisi un peu de mes pérégrinations un peu récentes pour des choses que vous connaissez peut-être moins. C'est le vitrail d'une ancienne brasserie à Prague qui est conçu en 1932 sur des cartons du peintre Alois Bilek. C'est aujourd'hui un supermarché en fait à Prague. Et on trouve ce beau vitrail, cette belle verrière qui comporte de nombreuses baies en fait, qui montre aussi bien l'embouteillage que l'entrée de la verrerie, et on voit vraiment dans le jeu monochrome en fait le jeu qui est fait des différents motifs, et je trouve particulièrement sur la cape de ce personnage où en jouant sur le sens aussi du décor, on arrive à obtenir des modulations, des effets d'ombre voilà, qui sont tout à fait étonnants. Et puis là aussi sur l'exposition plus récente de Chigo, exposition qui avait lieu au musée des Beaux-Arts de Limoges et qui sera reprise au musée de Troyes cet été. Dans ce vitrail dessiné par Pierre Parot pour une salle de bain, dans le motif de la fontaine, les jets d'eau qui sont donc repris en verre chenillé, un autre de ces verres coulés imprimés, dont Jean-François Guinaud nous avait montré pas mal d'exemples dans la conférence sur le verre américain, puisqu'il fait partie de ces modèles d'émulation en quelque sorte que les verriers français vont déposer et utiliser. Voilà, alors
là encore, je ne l'ai pas dit, mais Saint-Gobain va être une des premières entreprises à utiliser la machine Chance grâce à de bonnes relations historiques. Ils vont être même les seuls à pouvoir diffuser ces types de verres jusqu'en 1914, à utiliser ces machines anglaises brevetées. Voilà. Les dimensions courantes de ces verres imprimés sont à peu près de 2 mètres sur 50 cm, avec des épaisseurs qui varient de 4 à 6 mm, donc quelque chose de beaucoup plus mince que ce dont on parlait, qui se rapproche du verre double. Voilà. L'emploi de ces verres donc, culminera dans les grandes verrières des années 30, et je montre là aussi un peu pour l'anecdote. La verrière du petit salon de la Villa Noailles, construite par Mal et Stevens, avec, lorsque la restauration de la villa a été entamée, on a compté près de 32 motifs de verres différents utilisés par Barrier, qu'aucun verrier n'était capable de reproduire, puisque les catalogues aujourd'hui de motifs se limitent à peine 8 ou 10 modèles. Donc c'est une sorte de grand appauvrissement. Ça, c'était plus anecdotique que j'ai passé, mais également parmi, alors moins luxueux que le carnet du représentant de Saint-Gobain que je vous ai montré, qui est conservé au Metropolitan, mais assez, qui a certainement été bien utilisé, c'est un cadre d'échantillons de verre imprimé déposé par le musée de Bâle au Vitromusée de Romont en Suisse, qui sont datés de 1900, donc, sur lesquels on voit donc, cet échantillon de motifs possibles et de couleurs. Et puis aussi un autre carnet d'échantillons, toujours appartenant à Romont, qui provient d'un comptoir commercial associant Saint-Gobain et les glaceries de Gemont, qui n'est pas que Saint-Gobain qui fabriquait du verre imprimé en France, il y avait d'autres entreprises quand même, en particulier ces manufactures installées dans le Nord et nées en fait des sociétés belges de glaceries belges, qui sont Gemont, Requigny et Boussois, qui se font aussi une spécialité à la fois du verre imprimé en couleur, voire ici même d'une déclinaison de ce verre imprimé avec et armé. Et justement, mon prochain sujet vise à aborder le verre armé et cette question du fireproof, qui est importante tout au long du XIXe siècle, puisqu'elle se pose aussi en termes de sécurité. On a parlé des gares en particulier, des passages dans lesquels on pouvait craindre que la chute de verre ne blesse passagers ou passants, et où il y a eu différentes prescriptions pour poser des sortes de grillages en dessous destinés à récupérer les fragments de verre, jusqu'à ce que dans une espèce de grande frénésie de dépôt de brevets, on ait énormément de recherches pour en fait forcer ce grillage métallique à l'intérieur de la masse même du verre. Il y a dans les années 1880 vraiment floraison et un grand nombre de brevets, et je renvoie là-dessus à l'ouvrage que Jean-François avait également déjà cité, qui est la thèse de Fabiola Lozano, qui est disponible en ligne sur les innovations derrière, dans lesquelles elle reprend et elle donne dans ses annexes les brevets eux-mêmes, et qui sont sinon disponibles par le site de l'INPI sur la base brevet 19e. Vous pouvez les trouver. Et il y a également un article de 1902 signé par Léon Appert qui fait un peu le point de ces questions du verre armé, et qui est publié dans la Société d'encouragement. Mais le premier brevet en fait qui concerne l'introduction d'une nappe de fil de fer dans le verre est dû à Thaddeus Hyatt, un inventeur américain qui le dépose en 1855. C'est un inventeur absolument prolifique qui a énormément déposé dans beaucoup de sujets. C'est aussi un pionnier du béton armé.
mais il n'a pas trouvé en fait d'application immédiate. En France, d'autres ingénieurs comme Bécoulé et Bellé vont déposer des brevets en 1886, après des essais non concluants en fait, et c'est finalement dans les années 1890 qu'on a deux procédés qui se font concurrence, un procédé solide où l'on introduit en force le treillis métallique dans le verre et un procédé sandwich où le treillis se trouve pris donc entre deux feuilles de verre qui sont laminées successivement. Et c'est le procédé à paire. Alors d'abord ici un exemple toujours provenant des collections du musée qui est une plaque réalisée par le procédé solide, le premier en fait. Ici c'est un verre qui provient, qui a été donné par la Knigesellschaft für Glasindustrie de Neusäters, qui est en fait aujourd'hui la ville de Loket en Tchéquie, et qui est en fait fabriqué avec les brevets d'un autre inventeur verrier assez prolifique qui est Paul Theodor Sievert, qui a breveté à partir de 1891 un procédé très, très utilisé. Donc ici, c'est des objets donnés, c'est marqué sur l'étiquette en 1899. Mais je vous montre aussi, tiré de La Nature en 93, une image du procédé américain qui va aussi être, va permettre de généraliser l'emploi de ce verre armé, qui est celui de l'ingénieur Frank Schumann, qui dépose différents brevets, mais en fait industrialise lui-même grâce à des soutiens dans une usine qu'il construit en Pennsylvanie à Tacony, à partir de 1892, fabrique du verre armé. Il reçoit immédiatement une commande de 30 000 mètres carrés pour la gare de Philadelphie, ce qui lui amène une grande publicité. Alors le verre armé Schumann est fabriqué après dans une usine qui est concessionnaire des brevets, qui est en fait une sorte de cartel de plusieurs entreprises verrières. Et en France, c'est la compagnie de glaces et verres spéciaux du Nord, donc, qui a une usine à Gemont, Réquigny, plus tard Boussois, qui achète les licences du procédé d'exploitation Schumann. Et je vous montre aussi une image, mais ce n'est pas très lisible, mais vous reconnaissez en fait le même dispositif qu'on a pu voir sur la gravure précédemment, où l'ouvrier est en train de forcer en fait le rouleau de fil de fer métallique dans la plaque, dans le verre qui vient d'être déposé toujours avec ce système de bouche, en fait, toujours dans ce petit coulage. Voilà. Et ça, c'est un magnifique témoignage de cette usine aujourd'hui disparue, qui est l'album du cinquantenaire de l'usine de Gemont, qui est conservé au musée des arts décoratifs. Et je me servirai un peu plus tard. Encore. Voilà. Alors, l'autre procédé, c'est le procédé sandwich, qui est en particulier développé par Léon Appert. Et c'est ici un modèle de la machine Appert pour le verre armé qui a été donné au musée des arts et métiers, qui est exposé aujourd'hui dans les salles. Donc, Léon Appert, fort des expériences menées avec Bécoulé et Bellé, reprend à partir des années 90, lui aussi, la question du verre armé, et il y applique, on va dire, son savoir d'ingénieur centralien. Il étudie la température à laquelle l'assemblage intime du verre et du métal se fait le mieux, le type de grillage qu'il faudrait employer, et également le temps qui doit être très rapide en fait pour que les deux matériaux n'aient pas de coefficient de dilatation différent et que les deux feuilles puissent vraiment s'unir rapidement. Donc il opère ses essais avec l'aide aussi de Saint-Gobain,
et utilise différents types de métaux. Finalement, la fabrication se fait toujours sur une table métallique, un peu comme enfin, toujours par ce procédé du petit coulage, où un des cylindres du chariot étant la pâte, le réseau de grillage se déroule et on vient poser sur ce grillage une deuxième couche de verre qui est écrasée par un second cylindre. Donc l'armature est vraiment emprisonnée entre deux feuilles de verre. Donc ce procédé est mis en œuvre dès 1892 dans une autre usine de la compagnie de Saint-Gobain à Montluçon, puis rapidement en Allemagne, à Stolberg et même à Elfasser. Il sera rapidement en fait adapté au double laminage mis en œuvre par la machine Chance, dont Saint-Gobain avait l'exclusivité des licences. Et il permet donc de fabriquer du verre armé dans toute la gamme décorative de verre laminé, comme le petit l'échantillon que j'ai pu vous montrer auparavant. Aper va se développer à l'international à l'occasion avec ses brevets et installer une verrerie aux États-Unis, en Pennsylvanie, voilà, qui est un autre chapitre de la vie de cet inventeur assez prolifique aussi. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, la propagation du verre armé, elle doit beaucoup à la question de l'assurance des bâtiments et au fait que les compagnies vont recommander l'usage, voire l'imposer en fait. Voilà. Il y a à partir des années 90 aussi, dans la foulée du développement de différents procédés de béton armé, toute une vague d'essais de construction de bâtiments à l'échelle grandeur nature où des essais de résistance au feu peuvent être faits. C'est le cas à Berlin, mais à Gand, il y a des congrès internationaux aussi sur cette question à la fois de la prévention des incendies et des manières des essais de matériaux. Et les compagnies américaines accordaient une remise de 10% sur les primes d'assurance lorsqu'on utilisait en remplacement du verre coulé ou d'un verre sucré du verre armé, qui avait cette qualité fireproof. Aper, dans son article de 1902, revient ainsi sur les dispositifs que la municipalité de New York encourage en rendant obligatoire l'utilisation du verre armé dans les constructions neuves pour les lanternes d'escalier, etc. Alors, en France, le mouvement est moins net, puisqu'il faut attendre en fait les années 20 pour que ces préconisations soient vraiment faites aussi. Et il semble que l'exposition, Aper a beaucoup regretté qu'en 1900, il n'y ait pas eu de grandes couvertures en verre armé sur lesquelles on puisse réaliser des essais pour pousser aussi à cette reconnaissance officielle, on va dire, ou en tout cas commerciale, de l'avantage de son produit. Voilà, ce n'est qu'en 1923 que le syndicat général des compagnies d'assurance à prime fixe permet cette réduction aussi sur les primes lorsqu'on emploie le verre armé. Alors, je vous montre encore ici une petite image. On les reconnaît souvent, les verres anciens, parce qu'ils utilisent des maillons beaucoup moins réguliers. C'est ce que vous voyez sur l'image de gauche, ces maillons un peu hexagonaux. Et puis, par contre, un des carreaux a été remplacé par un verre plus moderne. C'était une porte dans le comble du Palais Brongniart, donc à 2 pas d'ici, et à côté, une image prise dans une gare. Je voulais passer quelques images sur un autre produit de verre coulé dont la société Aper a été un des uniques fabricants, qui est le verre perforé, qui est quelque chose de beaucoup moins commercial, en tout cas un produit beaucoup moins commercialement abouti que le verre armé, mais qui me donne l'occasion de vous montrer ici ces gravures d'après la nature de 1883, montrant l'intérieur de l'usine de Clichy, l'usine Aper Frères, qui est
dans lesquels on voit en fait la fabrication de différents produits et en particulier l'utilisation de son système de soufflage à l'air comprimé qui est sa grande réussite, ce pourquoi il a reçu le prix Montyon de l'Académie et qui met en avant à la fois dans son papier en tête et dans ses différentes communications. Et puis, une petite image aussi de la verrerie à paire rue des Chasses à Clichy qui n'existe plus du tout et qui a été même en fait démolie dans les années 30. Il y a aujourd'hui des logements, mais qui était un établissement qui s'étendait sur une superficie de plus de 12 000 mètres carrés, donc une grande usine. Alors le verre perforé, ce n'est pas que à paire, c'est en fait aussi c'est un peu une entreprise centralienne parce que il y a un autre compère, on va dire, ingénieur qui est alors je ne retrouve plus son petit nom, mais voilà, Paul Geneste et Georges Hercher, qui sont des ingénieurs spécialisés en chauffage, ventilation et hygiène, qui vont être associés à lui, mais c'est surtout aussi l'idée d'un architecte, aussi ingénieur centralien, et professeur au Conservatoire des Arts et Métiers, Émile Trélat, qui revendique l'idée initiale du verre perforé. Alors ici, vous avez la planche en fait, du brevet de 1885, dans lequel est présenté le dispositif. Donc on a toujours une table de coulage et elle est garnie de picots, en fait, sur lequel le verre va être coulé. Et donc on aura un verre qui présentera en fait des petites dépressions qui seront ensuite dégagées soit plutôt au forêt en fait, ou pour obtenir un verre qui est perforé, qui est troué. Ce sont des trous coniques. Alors ça c'est ce que montre en fait, dans l'article de la Nature, la première publication qui vante un peu les avantages de ce verre perforé, présenté par un médecin, donc avec on va dire un contexte hygiénique, puisque le verre perforé est la réponse à des prescriptions de la nouvelles qui sont faites à la fenêtre, qui non seulement d'éclairer, mais aussi de ventiler. Donc, assurer cette ventilation permanente sans créer de courant d'air, puisque comme on le voit, la forme conique permet de disperser en fait l'air et de faire en sorte qu'il ne déroge pas la flamme d'une bougie. Voilà, c'est ce que montre la petite expérience du drapeau. Voilà. Et tout en restant un produit qui est lavable et facile d'entretien, beaucoup plus que les autres systèmes qui avaient pu être mis au point, soit de volets, soit de petites plaques en mica. Voilà. Donc on a ici une autre image qui montre le morceau de la vitre perforée, donc système Appert Geneste Hercher. Le nom d'Émile Trélat n'est pas directement, d'après la méthode, il n'est pas associé, sans doute parce qu'Émile Trélat étant architecte, il était, de par le code des architectes, il ne lui était pas permis d'avoir une activité lucrative, en fait, et également voilà, c'est les dispositifs du code Gadet de l'architecte. Alors, on en trouve dans les collections du musée des Arts et Métiers, et on a différents courriers d'affaires qui indiquent qu'il livre donc au conservatoire pour les besoins du cours de construction civile de Trélat un certain nombre d'échantillons. Donc ici, on a des feuilles qui ont différents nombres de trous. Voilà.
qui sont donc opérés par ce petit forêt. Alors, où trouve-t-on ce verre perforé? On le voit apparaître dans les expositions d'hygiène. Donc l'article que je vous avais montré auparavant reprenait d'ailleurs cette exposition d'hygiène, mais ici c'est un autre dispositif. Donc c'est l'exposition d'hygiène de 1886, cette fois-ci plus de 1884, dans lequel on avait l'habitude de construire là aussi des édifices complets, la maison salubre et la maison insalubre, et donc en comparaison, le cabinet public insalubre et le cabinet public salubre, dans lequel sont présentés sur les châssis de fenêtres le fameux verre perforé. On le voit aussi mentionné dans la cage d'escalier d'un immeuble boulevard Pasteur. Alors, ce sont toutes les impostes ici qui sont réalisés en verre perforé. Le reste de la façade, donc de la cage d'escalier, étant réalisé en briques de verre. Donc, je remontrerai cette image plus tard. Et puis, dans une publicité de la société Appert, l'autre grand usage préconisé, c'est on va dire les habitats, tout ce qui peut être collectif, ici la salle de classe, mais également l'hôpital. Et on a plusieurs mentions d'hôpitaux. L'hôpital Boussicot avait du verre perforé, toute une série de grands programmes réalisés en Gironde également utilisent dans les salles des malades des vitrages en verre perforé. Et puis, il n'y a pas très longtemps, dans une réunion de rentrée au lycée Janson de Sailly, pour ne pas le citer, j'ai trouvé encore ce témoin, donc qui est très vétuste, mais dans les carreaux hauts, donc l'emploi de ces feuilles de verre perforé. Et puis, pour en avoir parlé aussi avec Jean-François Luneau, eh bien, les verriers les plus soucieux d'innovation et intéressés par les nouveaux produits, et c'est certainement le cas de Félix Godin, vont employer aussi du verre perforé. Ici, c'est la coupole du grand hôtel. Je commence à plus voir grand-chose, mais pour être... voilà, c'est le salon Garnier du Grand Hôtel de Paris, qui est réaménagé en 1900 par Neynaud, l'architecte de la Sorbonne, qui, je cite Jean-François Luneau, est sans doute une commande due au succès remporté par les présentations de Godin à l'exposition universelle de 1900, où il a obtenu donc un grand prix pour le vitrail du plafond de la salle des fêtes. Et dans cette, pour ventiler en fait l'espace entre le vitrail zénital et la verrière qui le surmonte, des éléments en verre perforé sont utilisés, en particulier dans tous ces petits ronds bleus. Je ne sais pas si vous les voyez un petit peu mieux ici, voilà, pour assurer de la ventilation. Parce qu'en effet, là encore, les collections du musée, je m'excuse pour cette photo qui est très vieille, des échantillons très sales, voilà, mais qui rentrent à l'issue de l'exposition de 1900 dans une gamme de couleurs très, très importante. Voilà. Et pour citer encore Appert et son comparse Jules-Henri Vaud dans La Verrerie depuis 20 ans, un ouvrage qui vient paraître en 1894, un ouvrage de vulgarisation qui fait le point sur les derniers progrès réalisés par l'industrie verrière. Ils ont ce motto: partout l'air, la lumière, les lavages rendus faciles, les impuretés de parois rendues visibles, telles sont les conditions que l'emploi du verre permet seul de réaliser et qui établissent bien nettement le rôle que peut et doit jouer le verre comme coopérateur et agent principal de l'hygiène. Donc voilà la vulgate de l'époque, mais auquel
on voit donc les verriers chercher à répondre. Et un autre petit exemple voilà, de ces verres qui portent leur petite étiquette Clichy-la-Garenne. Et vous n'avez peut-être pas eu le temps de remarquer, mais dans le cadre d'échantillons de verre imprimés de Romont que je vous ai déjà montré, il y a également un petit exemple de ce verre perforé qui est incolore. Et puis on le retrouve même encore en 1926 pour un usage tout à fait adapté. C'est le garage de la maison de Sarah, avenue Junot, Paris, donc une des seules constructions de Adolf Loos. Et donc pour la ventilation d'un garage, c'est tout à fait bien adapté. Je continue un peu dans tous ces verres, ces dérivés en fait, ces produits nouveaux qui naissent de ce procédé du petit coulage et du verre coulé, pour aborder le verre prismatique et les Luxfer prismes, qui sont un autre produit qui a beaucoup de succès dans ces dernières années du 19e et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, on peut aussi donc, employer la translucidité du verre coulé d'une autre manière, en utilisant les propriétés optiques du verre grâce à la réfraction et tout simplement la transmission des rayons. Ce que montre également cette image ici. Donc en calculant en fait l'angle des prismes, on peut obtenir voilà, que le rayon lumineux extérieur soit porté selon un angle plus important à l'intérieur. Et les carreaux ou les feuilles de verre présentent une face lisse et l'autre qui est striée de prismes. Donc, vous voyez au milieu qu'on peut avoir donc, des angles différents de ces prismes. Et en faisant un calcul assez savant, on obtient donc de pouvoir diriger la lumière, ou bien au contraire, avec l'exemple du verre parasol, en fait, de pouvoir la renvoyer. Et là, ce sont des shades qui sont, enfin, le brevet de C, donc je ne parlerai pas aujourd'hui, mais en tout cas, a servi à garnir des shades. Et j'avais choisi de montrer cette petite image que j'avais aussi mise sur le programme d'un autre vitrail de Chigo, dans lequel, qui représente l'usine, qui s'appelle l'usine, et dans lequel il a utilisé justement une toute petite feuille de ce verre prismatique qui figure le comblement en shade. Alors, ce procédé assez, on va dire, ces applications assez scientifiques sont utilisées en fait pour renforcer l'éclairage d'un escalier, d'un atelier mal orienté. C'est absolument utilisé dans la publicité et c'est l'image en fait de ce produit donc, américain que sont les Luxfer Prism. Donc, je m'appuie pour ça sur un article et les recherches de Dietrich Neumann, qui a publié dans le Journal of Society of Architectural Historians un article qui s'appelle The Centuries of Triumph in Lighting, le triomphe du siècle en matière d'éclairage, qui était un des logos, enfin des devises vraiment des prismes Luxfer, qui arrive en Europe assez rapidement. Ils sont diffusés par le biais d'abord d'une filiale allemande, la Deutsche Luxferprismengesellschaft, et puis dès 1897 en France, où lorsqu'elle arrive, la Luxferprism Company s'empresse d'abord de déposer une quinzaine de brevets qui couvrent ces différentes revendications, puis en étant établie à la fois en France et en Belgique sous le nom de Société franco-belge de Luxfer Prism, de se faire connaître auprès du public en organisant un concours d'architectes
pour la meilleure application de ces prismes dans la construction française et belge. Le jury donc c'est les recettes qu'ils avaient employées aux États-Unis, où ils ont tout de suite fait publier le résultat de leur concours pour des architectes qui sont restés plutôt inconnus, un certain Adamo Boari, en tout cas, qui avait conçu un projet de building entièrement, dont la façade était entièrement composée de Luxor Prism. Mais, et on va en parler après, ils vont s'adjoindre aussi le concours d'architectes plus connus comme Frank Lloyd Wright. Alors, en 1899, donc dans la presse architecturale, ils vantent donc leur méthode. Donc, il y a toute une série de tables pour l'utilisation des prismes, donc selon différents l'angle de ceux-ci. Et ils ont d'ailleurs, la société est dirigée par un professeur de physique de Chicago qui publie toutes sortes d'abacs sur l'utilisation de ces prismes, et qui publie également en fait les factures d'éclairage des entreprises avant et après l'installation des Luxor Prism, pour bien montrer que une installation rationnelle permet de faire baisser votre facture de gaz, d'éclairage ou d'électricité. Donc je reviens au concours de 1899. Ils ont été chercher tous les professeurs, une série de professeurs d'ateliers à l'école des Beaux-Arts, que ce soit Jean-Louis Pascal, celle de Gisors ou le même Néno, auteur du Grand Hôtel déjà cité, et décerne les montants annoncés pour les prix sont importants. Alors il n'est pas sûr que ce concours ait eu vraiment beaucoup d'écho, et en tout cas jamais trouvé de projet publié, mais je vous montre ici un peu l'utilisation qui pouvait être faite à travers une société un document que j'ai trouvé sur le site glazion.org, qui est très utile pour toutes ces curiosités verrières, on va dire, et qui montre l'utilisation en partie haute, là où vous avez la Sainte-Philips de prismes qui donc pouvaient renvoyer la lumière, la meilleure lumière, celle de la partie haute d'un vitrage, à l'intérieur d'un magasin. Et puis ici, en fait, sur cette planche sont rassemblés les différents modèles demandés par la société Luxor Prism à Frank Lloyd Wright en 1897, et je suppose que les royalties ont été assez importantes, puisque c'est grâce au montant de celle-ci que Frank Lloyd Wright fait reconstruire son studio à Old Park, qui est encore visible aujourd'hui. Et puis, donc, tirer des collections du musée un certain nombre de ces produits que la société franco-belge avait donné au musée dès 1899, sans doute aussi de manière très délibérée pour faire la publicité de son produit. Donc vous voyez le motif, c'est ce motif un peu d'étoile ou de pistil de fleurs, et un des motifs dessinés par Frank Lloyd Wright. Voilà, et puis vous avez une autre série de prismes sans décor sur la face extérieure. Et ici, tiré en fait d'un document publicitaire daté de 1906 pour la société allemande, la Luxor Prism Fabrik, l'utilisation donc de ces prismes avec les petits ces petites flèches qui permettent de calculer, voilà, on pouvait même en faire des espèces de stores en fait, pour pouvoir capter la lumière des rayons solaires et grâce à l'angle du prisme le renvoyer à l'intérieur de la maison. Ce que vous voyez ici à côté, donc dans cet autre document. Il y en avait encore un dans le passage Vendôme à côté il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, mais je n'ai pas retrouvé ma photo, peut-être même une quinzaine d'années, pour vous la montrer. Alors, la société Luxfer aussi a d'autres procédés qu'elle
qu'elle promeut, et elle s'intéresse aussi à des utilisations, on va dire, plus artistiques, où en particulier grâce à l'utilisation d'un assemblage électrolytique, l'électrokunstverglasung, comme c'est indiqué, qui est réputé lui aussi résister au feu. Donc toujours cette question du fireproof et sans doute derrière la question aussi des réductions de primes d'assurance que cela pouvait entraîner. Et pour vous montrer ça en couleur, voici toujours tiré des collections du musée, données en 1899, différents exemples de ces mises de ce sertissage en fait des verres avec un ruban de cuivre en fait qui est fixé au point d'intersection par une brasure à l'étain et ensuite placé dans un bain galvanoplastique. Donc le métal se dépose sur les parties saillantes du ruban de cuivre. Il forme un petit bourrelet qui sertit les carreaux avec précision. Et l'ensemble donne en fait une rigidité que l'on ne pourrait obtenir avec une monture en plomb, et qui est évidemment l'une des revendications du fireproof. Voici un autre exemple avec là cette fois-ci on retrouve les verres chenillés, verres coulés, mais au centre vous voyez les carreaux avec le même motif, les carreaux de verre prismatique avec cette petite pointe aussi, et puis une photo que je vous ai mise du revers et du système de montage qui est assez imposant. Et ici toujours tiré de la publicité. Voilà le système qu'il propose avec ce montage avec un ruban de cuivre et un galvanoplastique. Et puis encore une curiosité, donc vous avez à gauche un petit exemple qui provient toujours des collections du musée, et à droite un élément que j'ai trouvé toujours sur le site glazion.org, qui sont sans doute un échantillon destiné aux représentants des vitreries ou pour faire la publicité en fait de ces prismes avec une partie de vitrail vraiment vue plus artistique. Ce qui est aussi donc là encore, Saint-Gobain va signer une convention avec la Société franco-belge des prismes Luxfer, dans lequel voilà, ils vont s'engager à acheter à Saint-Gobain des balles moulées, puisque en fait le procédé ne se limite pas à ces prismes de vitrage, mais ils vont également réaliser assez vite, vous voyez ici dans cette publicité comparative du avant-après, donc à l'emploi de pavés qui vont être soit insérés, vous voyez sur la droite, toujours des pavés prismatiques, insérés dans des réseaux métalliques ou dans du béton, et qui permettent d'éclairer le sous-sol. Donc là où dans la première image, vous avez une simple grille et un espèce de sous-sol noirâtre et un pauvre air qui trimballe les cartons, vous avez sur la vue de droite, voilà, grâce à ce sous-sol éclairé par le verre prismatique, un atelier bien rangé et un commis voilà, qui peut présenter d'autres. Ça, c'était plus. J'ai pas trop résisté à l'idée de vous parler un petit peu des planchers de dalles de verre, même si je ne vais pas trop m'y attarder, mais c'est aussi une des grandes innovations qui apparaissent dans à la fois les établissements commerciaux, comme en particulier le Crédit Lyonnais, qui est construit sur le boulevard Haussmann dans les années 1880, mais qui va être rénové plusieurs fois, et en 97 par Architect Bauer Van der Boyen, qui va concevoir
jusqu'à 5 niveaux de plancher de verre pour éclairer la salle des coffres et différentes salles. C'est tout à fait majestueux, mais c'est aussi, en fait, et ça vous dira peut-être plus, utilisé dans les établissements commerciaux. Et vous avez ici une photo du magasin La Samaritaine rénové avec un plancher, un plancher de verre reconstitué, mais je vous ai montré ici une dalle de verre original qui provient de la médiathèque du patrimoine et de la photographie, de la matériothèque. Je remercie les collègues de m'avoir transmis cette photo, mais qui était encore une manière de distribuer de la lumière naturelle jusqu'au rez-de-chaussée du magasin par le biais d'une grande verrière qui, à la différence du Printemps ou des Galeries Lafayette qui sont à peu près contemporains, est une verrière complètement incolore, elle, dans un style, on va dire, plus rationaliste qui correspond à l'architecture de Franz Jourdain. On trouve, alors voici les planchers de verre du Crédit Lyonnais, donc à l'issue des dernières transformations, donc 1887, puis 1905, 1908. Vous voyez les salles de coffres, les salles de titres. Il y avait énormément d'opérations qui étaient réalisées. Il y avait de grands espaces à l'époque dans les banques. Et puis un autre aménagement intéressant de 1905, c'est les agrandissements de la bourse du Palais Brongniart à côté par l'architecte Cabel, mais je me souviens plus son nom, pardon, dans lequel on a également alors là des prismes qui sont fournis par la société Luxfer. Ça s'est repris de la même publicité des Luxfer Prism de 1906, et puis des photos très moches, je m'en excuse, prises par moi vers 2000. En fait, c'était les espaces des salles du Matif qui avaient été juste déménagés à ce moment-là et qui ont permis de faire redécouvrir la structure mécanique qui était due aux entreprises Eiffel, et puis ces planchers de verre qu'on voit, je pense qu'on ne voit plus aujourd'hui. Donc c'est sur les deux extensions latérales du Palais Brongniart, pas le Palais central. Et encore un petit clin d'œil, ça peut être aussi utilisé de façon plus, on va dire, dans des édifices privés. Et c'est là, en fait, les verrières permettant d'éclairer la salle à manger souterraine du château de Randan en Auvergne, donc avec des dalles prismatiques, des dalles Luxfer aussi. Alors, le château de Randan était victime d'un incendie dans les années 20 qui fait que les éléments vitrés n'ont pas résisté entre les outrages du feu et ceux des années ensuite, parce qu'on a été laissé à l'abandon. Mais c'était en effet tout à fait intéressant, puisque au niveau on pouvait marcher en fait sur ce plancher vitré qui permettait en même temps d'éclairer le sous-sol. Alors, il venait en remplacement en fait d'un lanterneau qui lui était beaucoup plus présent et visible au niveau de l'accès et du plein-pied du château. Et puis, dernier produit avant de reprendre l'histoire de la mécanisation, les briques de verre Falconier. Alors, j'avais travaillé sur ce produit dans le cadre de ma thèse, mais je voudrais signaler que ce sujet a été repris avec brio par Aline Gendrevin, qui a, au château de Nyon en Suisse, en 2018, réalisé cette belle exposition. C'était un rêve d'architecte, un beau catalogue avec de très belles photos, et qui rendait hommage à l'enfant du pays, Gustave Falconier, né à Nyon, et qui est un architecte, mais qui aura une activité assez limitée. En fait, il se forme à l'école des Beaux-Arts, dans l'atelier André, mais il va en fait plutôt avoir une carrière publique et tenir différents offices, en particulier être préfet du district de Nyon. Alors c'est assez dommage parce qu'on n'a pas du tout d'archives
familiale ou professionnelle. Il y a quelques documents qui ont été récupérés récemment et je vous montrerai, donc, sur lesquels Aline Gendrevin s'est aussi appuyée. Mais sinon, en fait, les sources sont essentiellement les brevets que Gustave Falconnier dépose entre 1873 et 1912, qui sont en rapport plutôt avec différents procédés de construction. On retrouve aussi des procédés de béton armé, de briques allégées, donc tout ce qui fait un peu la nouveauté à l'époque, mais aussi avec l'industrie du verre creux, sans que l'on ait vraiment moyen de savoir quels pouvaient être ces liens avec ces entreprises qui sont assez, qui sont assez mal étudiées en Suisse et assez peu connues parce qu'elles ont été très soumises à la concurrence de ces grands pays verriers qui la voisinent, que ce soit l'Allemagne ou la France. Voilà. Donc, ses premiers brevets datent de 1886 et vous avez ici en fait différentes figures qui présentent son invention. Donc, ce sont des briques soufflées, bouchées à chaud. C'est ce qu'il appelle une application nouvelle du verre soufflé pour obtenir des matériaux de construction en verre, qu'il va déposer successivement donc en France, en Belgique, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne évidemment. Et dans sa revendication en forme de préambule, Falconnier insiste sur la place importante qui est faite au verre dans la construction, et en disant que c'est sous forme de pièces faites à la presse ou comme vitrerie, mais que lui se propose d'employer les verres sous forme de briques soufflées conséquemment creuses, en énumérant les avantages de ce mode de fabrication: légèreté, épaisseur suffisante, coût modéré, et surtout l'air qui est enfermé dans ces parois est un isolateur suivant la saison contre le froid et la chaleur. La fabrication est semblable à celle d'une bouteille, donc on sort totalement du notre registre du verre plat, mais néanmoins les usages finalement viennent plutôt de ce côté-là. Les formes qui se prêtent le mieux à la répartition du verre dans le moule sont les formes allongées ou hexagonales. Donc ici la brique numéro 7, mais vous allez voir aussi deux autres modèles, la brique numéro 8 et la brique numéro 9, je vous ai mis des images, et qui sont déclinés dans toute une série de modules, de demi ou de quart, pour pouvoir en fait compléter le calpinage d'une paroi. Alors les premiers usages pour vraiment, je ne vais pas expliquer les spécificités sur le montage, mais qui vont être pour lesquels il va déposer un certain nombre de brevets, parce que en fait, ces briques sont aussi assez délicates à monter, donc il va y avoir un certain nombre de remarques, de lettres de différents architectes, et il va donc se pencher dessus. Mais ces premiers usages, ce sont d'abord des serres horticoles, et vous avez à la fois ici une image tirée de La Nature, l'article qui présente les briques Falconnier en 93, et en 93 a lieu aussi à Chicago la grande exposition colombienne, où Falconnier représente son innovation et les avantages donc de ces briques isolantes. L'article de La Nature de 1893, vous voyez ici, en fait, est basé sur une expérience qui est menée au parc de la Tête d'Or à Lyon, où ils font en fait des mesures dans deux serres horticoles, l'une construite en briques Falconnier et l'autre une serre normale, pour pouvoir montrer que là aussi le chauffage est beaucoup moins important lorsqu'on utilise un produit moderne comme sa brique soufflée. Voilà. Et alors ça, c'est l'exemple d'un petit pavillon qui avait été construit par Falconnier dans le parc de la Tête d'Or aussi, et qui est remonté dans une propriété privée aujourd'hui, à Chasse-sur-Rhône. Et je suis désolée, mes diapos sont un peu en désordre parce que j'ai pas eu le temps de. J'ai eu un problème d'enregistrement avant de venir ici. Mais c'est à nouveau, vous remarquez, en fait, c'est toujours la même image que j'ai séparée en deux de l'exposition colombienne de Chicago, donc avec un petit édicule un peu promotionnel, la serre, et le diplôme que reçoit Falconnier qui est récompensé donc, pour son innovation.
Ici, en fait, une planche d'une firme, d'un des principaux dépositaires et promoteurs de la brique de verre Falconnier, une entreprise autrichienne, la firme Reich, qui donne en 1900 également des exemples de réalisation. Donc, on a à la fois des petits édicules, des parois, et puis des grandes voûtes aussi, et je voudrais vous en montrer. Alors, comment sont fabriquées ces briques de verre? Elles sont, vous avez ici, en fait, c'est une découverte que j'avais faite à l'époque dans un document qui est aussi conservé au Musée des Arts Décoratifs. C'est le catalogue d'une verrerie à bouteilles, la verrerie de Dorigny, qui est dans le Nord, et où vous avez au milieu de la production un peu, on va dire, alors, le produit classique d'une verrerie à bouteilles, sur numéro 146, 147, 148, on reconnaît trois exemples de ces briques de verre Falconnier soufflées. Voilà, elles sont. Alors, je vais essayer de vous retrouver. Les diapos ne sont pas dans l'ordre. Alors, je n'arrive pas à trouver. Elles sont fabriquées au moule. Je m'excuse parce que je pense avoir une image du moule. Je ne le vois pas. Je suis désolée. Voilà, un moule ouvrant en plusieurs parties, comme le moule à bouteille, en fait. Et, mais si vous avez l'occasion de consulter le catalogue de l'exposition de Nyon, ça fait partie, en fait, des éléments récemment retrouvés et donnés au musée de Nyon. Alors, la verrerie de Dorigny va s'adjoindre le service d'un agent commercial, ce qui est assez étonnant, qui est un intermédiaire qui est cité en fait dans différents articles, dans les conférences que Falconnier fait à l'Union syndicale des architectes français. Donc Falconnier va en fait chercher à faire comme on le voit à l'exposition colombienne, il va faire la promotion de son système. Et il réalise différentes conférences en 1895 à Paris, donc dans ce milieu de l'union syndicale, à l'invitation de l'architecte Farochon, qui a remarqué au parc de la Côte d'Or les constructions de Falconnier. Donc il cite Guénaud. On sait par ailleurs, Aline Gendrevin a également trouvé qu'une verrerie suisse à Monté avait aussi fabriqué des briques de verre. Et puis en Allemagne, c'est une grande, les Adlerhütten à Penzig et la firme Reich qui vont fabriquer voilà, qui sont plutôt des entreprises de gobeleterie en fait et de fabrication de bouteilles qui vont fabriquer les briques de verre. Alors, ici, c'est en fait une illustration qui est tirée du bulletin de l'Union syndicale, de la conférence de Falconnier, dont il est dit qu'il avait illustré des projections, et ce serait la première réalisation construite par ce dernier à Nyon, le jardin d'hiver du docteur Michaud, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais je vais vous montrer d'autres usages un peu plus où la mise en œuvre peut être jugée plus artistique. Et c'est ici, en fait, une villa construite par Steven Sauvestre, qui a utilisé plusieurs fois, en fait, la brique de verre Falconnier, où on a une espèce de grande verrière réalisée en brique numéro 8, la brique hexagonale, là, qui n'existe plus, qui était au Canada, à Anticosti. Donc, Steven Sauvestre, c'est l'architecte de la Tour Eiffel. C'est pas vraiment, mais c'était aussi un homme extrêmement introduit et qui construisait pour toutes les milliardaires de son époque. Voilà. Et il construit aussi une très belle villa, la villa Les Bleuets à Fromentou, juste à côté de Nyon, directement sur le lac. Ici, c'est la ferme, c'est les communs en fait de la villa Les Bleuets. Et qui ont fait en 1895, vous voyez les ouvertures latérales de chaque côté des portes
en briques de verre. Une autre utilisation un peu en baie, un peu vitrail, c'est la villa Bella Vista, qui est toujours attribuée à Steven Sauvestre pour Eugène Colgate, construite en 1890 juste à côté de Genève, sur les bords du lac. Voilà, où il utilise donc ces briques qui sont également produites en des couleurs différentes. Et puis pour revenir à un bâtiment que nous avons vu de l'intérieur, le magasin de Franz Jourdain, en 1905, avait le dôme qui était éclairé et qui était également réalisé en briques de verre falconnier. On peut regretter que ça n'existe plus, mais c'est la façade de la place où on a aussi les deux magasins de sauvage. Donc, voilà. L'utilisation principale qui va être faite de ces briques, ce sont souvent des cages d'escalier. Et vous avez à droite la cage d'escalier du Castel Béranger de Victor Guimard en 1895. Et par contre, ces briques de verre plus bleues sont utilisées à la Villa Schwab par le Corbusier pour cette villa qui est à la Chaux-de-Fonds, qui a nommé la villa turque. Autre utilisation en cage d'escalier beaucoup plus sobre, c'est donc la façade arrière de l'immeuble de la rue Franklin par Auguste Perret en 1903, où se posait la question d'un terrain très étroit et donc de la nécessité de protéger en jour de souffrance les vues latérales sur le voisinage. Je vous remontre la cage d'escalier de Bénouville pour un immeuble de boulevard Pasteur. Et puis, autre réalisation malheureusement disparue, c'est le fameux magasin de l'Art Nouveau. Jean-François Guinaud l'avait montré également dans sa communication, construite par Louis Bonnier, architecte voilier de la ville de Paris en 1895, et dont la coupole centrale du magasin était réalisée aussi en briques de verre falconnier. Et puis pour vous montrer ces grandes réalisations qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui, c'est le Stadthaus de Zurich en 1900 par l'architecte Gustave Goull, une énorme coupole en briques de verre falconnier qui est en fait protégée par une deuxième verrière, ce qui a certainement lui a permis de traverser les ans, puisqu'elle avait été réalisée en 1900. Et si vous avez l'occasion de pérégrination parisienne, je vous signale qu'il y a également une coupole en briques de verre falconnier dans l'église Saint-Antoine des 15-20, qui a joué en 1904, qui se trouve rue Traversière à côté du viaduc des Arts. Voilà. Et puis on en trouve également dans la synagogue de Boulogne-Billancourt, qui est due à Emmanuel Contrémoli et qui date de 1905 également. Il est assez intéressant de revenir peut-être sur cette conférence de l'Union syndicale en 1895, parce que c'est Gaudin, le peintre verrier, qui avait apporté aux membres de l'Union syndicale les premiers échantillons de briques de verre. Donc toujours la preuve que les peintres verriers peuvent s'intéresser à ces matériaux nouveaux, et qui avait déclenché en fait cette enquête menée par l'architecte Farochon, qui finit par faire venir Falconier pour qu'il en parle devant l'immeuble. Voilà, donc c'est bon, je ne vais peut-être pas m'étendre plus, mais je voudrais terminer en fait pour vous parler, reprendre un peu cette histoire de mécanisation du verre à vitre et de la glace. Donc, j'ai pas tellement parlé ni de la matière première ni des fours, mais évidemment dans une verrerie, ce qui préside d'abord, c'est la maîtrise de ce processus de fusion. Et les années 90, elles sont marquées par l'arrivée dans les verreries des fours de fusion en continu. Pour l'industrie de la bouteille, mais également pour l'industrie du verre à vitre. Ce n'est pas le cas de la glace qui reste
vraiment soumises à ces grands pots. Et ces transformations vont impliquer de grandes, profondes transformations des rythmes de travail et créer de grandes tensions sociales au moment où les lois sur le travail des enfants et le travail de nuit ne font que souligner l'archaïsme des vertus. Donc, il y a différentes tentatives pour se passer de l'ouvrier qualifié, cher et revendicatif qu'est le souffleur. On a d'abord cherché à avoir recours à l'air comprimé, c'était un peu ces procédés à pair, et puis bien avant, les systèmes de compression comme la pompe robinet qui est utilisée dans les cristalleries dès les années 30, 1830. Mais dans le verre à vitre, c'est le premier procédé, on va dire, à l'échelle industrielle qui utilise l'air comprimé. C'est celui imaginé par l'américain John Lubers et qui est développé par la société American Window Glass et qui en fait ne fait que continuer en fait à reproduire les étapes du soufflage à la bouche, mais simplement en fabriquant des manchons géants qui font entre 10 et 15 mètres de long pour 1,30 m de diamètre et qui doivent être ensuite recuits et recoupés comme des souffles. Donc les souffleurs, certes, disparaissent, mais il y a toujours une main-d'œuvre qui est assez qualifiée et la nécessité une rupture, en tout cas, dans les différentes opérations. Et je vous montre ici des photos toujours issues des archives et de la documentation de Saint-Gobain qui, après les Anglais de Pilkington, qui sont les premiers licenciés des Américains en Europe, Saint-Gobain va miser sur ce procédé-là et choisir de monter une usine à Chalon-sur-Saône en 1914. C'est une date un peu compliquée, ce qui expliquera que la mise en œuvre va être assez délicate, mais elle va fonctionner jusque dans les années 30, probablement, date à laquelle ces clichés ont été pris. Alors, c'était assez complexe de manipuler des manchons géants de cette taille-là, mais voilà, c'est un des premiers procédés, mais il y avait d'autres tentatives, en fait. Alors, je vous montre une autre image, donc la recette et la découpe. Les autres tentatives, ce sont les tirages directs depuis le four de fusion, toujours pour pouvoir former du verre à vitre. Et le premier dont on peut parler ici, c'est le Fourcault, donc Émile Fourcault, qui dépose un brevet en 1901 pour une débiteuse, donc une pièce qui est introduite dans le four et qui, dans le bain de verre, une pièce en réfractaire et qui va permettre de faire surgir une feuille qui est amorcée et qui va ensuite être va passer par un canal qui sert non seulement à l'étirer en réglant la vitesse des rouleaux, on obtient l'épaisseur de la feuille, et elle va être recuite en même temps. Donc elle se supprime cette rupture de charge entre formage, recuisson, qui était nécessaire auparavant. Mais ce n'est pas, c'est assez complexe parce qu'en fait, la physico-chimie du verre est toujours assez mal connue et il y a toutes sortes d'obstacles à la fois dans la nature des réfractaires du four et puis dans les matériaux aussi de ces rouleaux qui vont retarder la réelle industrialisation de ce procédé. Alors, il faut noter que donc ces concurrents belges de Saint-Gobain installés dans le nord de la France, autour de Boussois, à Jaumont-Réquigny, le directeur de l'usine de Jaumont va encourager Fourcault et il y aura un four construit pour faire des essais de verre plat. Donc, ce sont toujours des photos de l'album de 1909 qui prouvent qu'on avait déjà investi voilà, beaucoup d'argent pour faire démarrer et industrialiser ce procédé.
vous montre encore ici voilà, dans une image voilà, du procédé où vous voyez la débiteuse qui est plongée dans le bain de verre. Et puis, de l'autre côté à droite, à la sortie des tirages qui fait aussi office de recuisson pour la feuille de verre, le verrier qui saisit une feuille qui est coupée directement par un acolyte. Il y a en fait d'autres procédés d'étirage qui sont brevetés dans ces années-là. Le procédé Colburn, que je vous montre ici, qui va être développé par la Toledo Glass Company et un industriel du papier, Edward Libby, qui est devenu donc la Libby Owens Sheet Glass Company, qui va monter une usine qui sera opérationnelle dès 1917 à Charleston. Alors, Colburn n'utilise pas de débiteuse, mais un autre procédé d'amorçage. Et la feuille, au lieu de monter verticalement dans un puits, elle est tout de suite retournée pour arriver donc, sur un procédé de four tunnel plus classique comme on a aujourd'hui. Mais cette opération de la faire se rabattre, en fait, était assez délicate, là encore. Et finalement, c'est un troisième procédé qui va s'imposer, celui qui est développé par les fabricants de glace, la Pittsburgh Plate Glass, qui va breveter vraiment un procédé qui sera, lui, qui va s'imposer par la qualité du produit à partir de 1921. Et ce qui est aussi donc intéressant, c'est que pour la première fois, en fait, on peut obtenir donc des feuilles d'épaisseur variable et on va avoir du verre à vitre qui va pouvoir se poser en concurrent de la glace, ce qui explique à la fois des applications dans un domaine qui prend une part de marché de plus importante, c'est le vitrage automobile dans ces années 20. Et puis également le fait que les industriels de la glace aient été très vigilants et tout de suite aussi investis dans ces nouveaux procédés, que ce soit Fourcault ou Colburn Neuf ou bien Pittsburgh Plate Glass ici. Alors, je passe sur les images suivantes qui visaient à vous parler des fours, parce que je n'ai pas trop de temps, mais qui vous montre que la grande révolution dans les fours, c'est le four à bassin. Et c'est aussi un modèle du musée qui est rentré en collection en 1877. Et une publication dans La Nature en 1896 qui vous montre une image très c'est particulière la question du four à bassin. Et par contre, pour l'industrie de la glace, on a le problème de la nature des matériaux, de l'affinage de la matière première est tel qu'on n'arrive pas en fait à s'abstraire de la question de... Enfin, on ne peut pas utiliser le four à bassin. On a des pots de plus en plus géants. Donc, vous voyez derrière l'ovale, c'est un énorme pot de glacerie. Voilà, et c'est ici, en fait, une image prise en Allemagne, dans la glacerie de Herzogenrath à la frontière belge, vers 1950, qui montre encore une coulée Bicheroux, puisque c'est l'ingénieur Max Bicheroux qui travaillait à Herzogenrath, qui met au point un premier procédé permettant vraiment toujours sur le base du passage entre deux rouleaux, comme dans les chances de supprimer la table de coulée traditionnelle que l'on a pu voir avant. Donc on a un seul laminage entre deux rouleaux, comme dans le procédé de Chance, qui permet d'obtenir une glace mince d'une épaisseur régulière et contrôlée. Auparavant, la table de coulée n'était jamais parfaitement plane. Donc, le problème là, c'était plutôt de conserver au verre pâteux son homogénéité thermique. Et donc pour cela, il faut mettre au point ce système de pots basculant, de trémies et de tables sur galet qui permettent un déversement en masse du contenu entier d'un pot ou d'un bassin journalier. Et la matière est ensuite laminée comme avec la machine Chance, puis coupée par une sorte de cisaille
avant d'être transféré vers une carcasse pour recuisson. On obtient une glace plus mince et beaucoup plus régulière, et les opérations de doucissage et polissage sont raccourcies, mais sont toujours nécessaires. Et de façon, les retombées économiques sont importantes, parce que pour obtenir une glace polie de 7 mm d'épaisseur, il suffit de couler une glace brute de 10 mm au lieu de 13, 14 ou 15, comme de la couler sur table. Il y a moins de déchets parce que l'on supprime les traditionnels défauts dus au versage. La qualité de verre contenue dans la glace polie représente 40% de la quantité du verre qui a été fondu dans le creuset, au lieu de 25% précédemment. C'est ce qui faisait de la glace un produit aussi luxueux. Mais l'opération est toujours toujours interrompue, elle est tributaire de la contrainte d'impôt, même géant, et l'innovation suivante va venir en fait d'un ingénieur arts et métiers, Louis Boudin, directeur de l'usine de Saint-Gobain dans l'Aisne, qui lui aussi un esprit assez brillant et titulaire de plusieurs brevets, et qui va mettre à profit sa maîtrise du procédé de laminage de verre imprimé pour instaurer d'abord le travail en continu de ceux-ci, et puis celui de la glace à partir de 1922. À partir de 1929, les premières coulées continues Boudin sont opérationnelles dans la nouvelle usine de Chantraine, qui est l'usine pilote, le site que Saint-Gobain a choisi de reconstruire après les destructions de la Grande Guerre dans l'Oise et non plus dans l'Aisne comme auparavant. Les feuilles font 1,50 m de large et elles peuvent être encore plus minces qu'avec le procédé Bicheroux, donc ce qui, là encore, réduit, améliore l'économie du procédé. Et de plus, on peut enfin utiliser un four à bassin et non plus un pot, alors surtout parce qu'on utilise en fait de nouveaux réfractaires qui sont plus résistants et qui sont là aussi issus de la recherche en particulier de Corning sur les réfractaires. Voilà, la feuille de glace se forme sur un plan incliné. Elle est directement amenée par des rouleaux vers un tunnel de recuisson de plus de 150 mètres de long. Le travail, alors je vous montre aussi en fait ici une image d'un modèle donné en 1945 au moment où les galeries de verre et céramique au musée sont réaménagées. Et c'est fait appel à la générosité de Saint-Gobain pour donner un certain nombre de modèles, et c'est la coulée Boudin qui est choisie comme marque de ces innovations récentes. Donc vous voyez le four à bassin, le système des rondeaux, et ensuite un four de recuisson. Alors en fait, sont donnés deux modèles, l'un avec deux échelles différentes, l'un qui permet de montrer l'emprise en fait de ces sites aussi, qui deviennent absolument gigantesques par rapport aux premières installations que l'on a pu voir au début de cette ère. Voilà. Alors, parallèlement à la question du polissage des glaces est également mécanisé. Là, c'est Pilkington qui s'avère d'abord plus innovant dans les années 20 et 30. On constitue des trains de glace, comme vous pouvez voir ici, et on a des machines, un système totalement mécanisé qui traite l'une face et ensuite l'autre face, avant qu'on arrive à avoir un twin d'outils qui traite simultanément les deux faces juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc une espèce de mécanisation la plus poussée, mais qui va être en fait assez... voilà, c'est les polisseuses du procédé jusant, donc le dernier procédé, le fleuron, on va dire, de l'ingénierie de Saint-Gobain dans les années 50, et toujours à la glacerie de Chantraine. Mais ma dernière image, c'est celle-ci, c'est que en fait tout ceci arrive peut-être un peu tard parce qu'on va passer une étape technologique avec l'arrivée d'un autre procédé qui est le float. Et c'est ici une photo de l'inauguration du float en juillet 1972, toujours à l'usine de Chantraine, qui est un procédé radicalement
différent et qui supprime complètement cette rupture entre formage et puis ensuite le polissage, puisque c'est sur un bain d'étain que la feuille est formée et obtient directement un poli parfait. Donc on sort un peu de notre contexte, c'est la fin de l'histoire en quelque sorte du Verta. Voilà. Et puis ma dernière image, et pour vous dire que j'ai laissé de côté beaucoup de choses qui me sont aussi très chères, toutes sortes d'autres matériaux, en particulier les moulages pavés et briques pour le bâtiment, dont le pavillon de l'exposition 1937 au Saint-Gobain faisait une sorte de catalogue et de promotion idéale, mais dont peut-être le chef-d'œuvre aussi le plus connu est la Maison de Verre de Pierre Charron et Bernard Vivouette, 31 rue Saint-Guillaume, réalisé entre 1928 et 1931 pour le docteur d'Alsace, et qui est une œuvre particulièrement importante de l'architecture moderne. Je voudrais aussi citer les recherches que mène par exemple Éric Monin, qui est professeur d'histoire d'architecture à l'école d'architecture du paysage de Lille, et qui, avec ses étudiants, s'intéresse à ce qu'il appelle les produits de la croissance, tous les éléments du second œuvre, ces éléments industrialisés qui arrivent dans l'architecture à partir après la Seconde Guerre mondiale, et puis très fortement sous l'effet de l'industrialisation des chantiers dans les années 50 et 60. Et à travers les projets qu'il donne à ses étudiants et les collectes qu'il fait de matériaux, il constitue lui aussi une matériothèque moderne qui n'est pas sans rappeler la matériothèque de la médiathèque du patrimoine et de la photographie. Et alors c'est un peu tard, ça va se terminer aujourd'hui, mais il avait fait une petite exposition à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine, donc l'ancienne ville de la Sudac, qui est en Eure et le Vassor, mais elle y aura peut-être lieu ailleurs, et je pense qu'on va pouvoir trouver en ligne. Voilà, c'est à la fois le verron du lit, le clarite, le malite, la porte, voilà, qui sont toutes sortes de produits du second œuvre, mais qui vont émailler notre vie quotidienne et qui méritent, elles aussi, de rentrer un peu dans de sortir de cet imaginaire collectif pour devenir des objets d'étude et de recherche. Je vous remercie.